Bonjour à tous, donc bienvenue à ce second webinaire donc des circuits de l'économie circulaire. Donc on cela portera sur la question du périmètre, de la gouvernance et des outils à disposition des porteurs de projets pour faciliter la construction d'un projet d'aménagement circulaire. Puisqu'on sait que l'application de l'économie circulaire, que ce soit dans la planification ou l'aménagement, ça nécessite de la transversalité, de la coopération, et il faut réussir à mettre en cohérence les différents niveaux de déploiement et les interactions avec l'ensemble des parties prenantes. On va démarrer avec l'ordre du jour. Donc on aura une introduction par David Canal, qui est coordonnateur innovation urbaine à l'ADEME. Donc une introduction sur l'historique de la démarche, mais aussi les outils qui sont à votre disposition pour bénéficier d'un maximum de ressources sur les sujets d'économie circulaire et d'urbanisme. Ensuite, on ira sur la table ronde, donc sur le sujet du jour, avec Stéphanie Moussard, Romain Fréry et Célia Maillefer, que je présenterai plus en détail tout à l'heure. Et puis, il y aura un temps d'échange dédié à la suite de cette table ronde, donc une heure plus tard, vers 15h15, 15h20, où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat quand vous les avez, et puis on reviendra dessus pendant le temps d'échange. Voilà, et on clôturera la séance vers 16h. Donc du coup, David, je te laisse la parole pour l'introduction. Oui, merci Sarah. Donc bonjour à tous. En préparant ce webinaire, on s'est dit plutôt que de vous parler de l'historique de la démarche, c'est de vous emmener sur la plateforme, là, vous voyez en écran de partagé, vous emmener sur la plateforme expérimentation urbaine de l'ADEME et vous montrer comment elle fonctionne pour retrouver tous les ressources. Alors, cette expérimentation, en fait, c'est tout simplement une démarche de l'ADEME qui consiste à regrouper un certain nombre de collectivités qui sont prêtes à expérimenter avec nous. Donc, vous voyez là les expérimentations, que ce soit en ce moment, on a une expérimentation sur Lausanne. Et on va co-construire ensemble des outils sur la base des cas d'études qui sont dépouillés avec ces collectivités-là. Donc tout ce qui va vous être présenté, donc vous avez de la chance, cette expérimentation économie circulaire et urbanisme, elle est maintenant terminée en termes d'accompagnement des collectivités, mais on continue à travailler éventuellement sur l'amélioration des outils. Et donc on a une boîte à outils qui est disponible. Et celle qui est en cours pour lequel on construit les outils, bah, c'est Lausanne. Et vous pourrez aussi aller faire un tour dessus. Donc, c'est une démarche qu'on a menée avec notre partenaire du ministère DHUP, le Bureau Aménagement Durable. Et je vais vous montrer la plateforme. Donc, quand vous rentrez, vous avez un espace de présentation directement de la démarche avec une petite vidéo de 4 minutes qui explique qu'est-ce qu'on entend par appliquer les principes de l'économie circulaire dans les projets d'aménagement. Et tout de suite après, vous avez toute la boîte à outils qui est téléchargeable. Donc, le guide de la démarche, un outil ici qui va vous être présenté à peu près au milieu du webinaire sur le questionnement sur les usages d'un projet d'aménagement, à passer en revue la mutualisation, la réversibilité, l'adaptation, la chronotopie, et comment on fait pour essayer d'avoir, donc vous aurez cet outil-là qui va être présenté, mais surtout, vous pouvez aller télécharger tous les outils qui ont été créés directement sur la page d'accueil. Je vous donne un exemple, peut-être un des plus sollicités. C'est un cahier des charges d'aide à rédaction d'une consultation d'AMO pour une collectivité qui souhaite se lancer dans une démarche, on va dire, d'urbanisme circulaire pour simplifier, et donc c'est des propositions de clauses à inclure dans des cahiers de consultation d'AMO. Vous avez des matrices d'indicateurs de circularité et d'autres outils comme des PowerPoint pédagogiques qui sont intéressants parce que c'est la possibilité pour vous d'aller convaincre un élu avec ces PowerPoint-là qui sont déjà prêts et réutilisables. Et ensuite, vous avez donc des bulles, les projets qui ont été à l'origine de la démarche, et surtout les ateliers. Donc ça fait partie, c'est les fameux circuits. Donc là, on est au 7e circuit. Vous avez le replay et à chaque fois sur un atelier, vous avez un compte-rendu avec les points clés qui ont été abordés sur sur les webinaires précédents. Ce qui vous permet de gagner du temps si vous n'avez pas suivi les autres ateliers. Et une présentation des partenaires et de l'espace membre. Voilà, j'ai été assez rapide, mais n'hésitez pas aussi à aller dans l'espace ressources.
en cliquant ici sur une expérimentation, par exemple économie circulaire et urbanisme. Eh ben, on a essayé de classer par ordre d'importance ce qui nous paraît être les guides les plus opérationnels. Puisque ce qui nous a été remonté des collectivités, c'est qu'il y avait beaucoup de publications de type publication de connaissances et que le temps à passer pour lire et assimiler ces publications-là n'était pas au rendez-vous. Donc on a sélectionné là que des guides qui nous paraissaient suffisamment illustrés et simples d'accès pour rapidement prendre en main un sujet. Donc vous avez par exemple le guide Faire la ville dense, durable et désirable de l'ADEME, et puis un ensemble de guides et d'outils, l'atlas que je vous présenterai du foncier invisible, euh, qui soient de l'ADEME ou des partenaires de l'ADEME ou même des guides qu'on a identifiés qui rentrent dans le cadre. Donc cet espace ressources est complété par une cartographie où vous retrouvez les projets qui ont été analysés par l'ADEME et ses partenaires dont Auré fait partie. Donc voilà, j'ai essayé d'être synthétique, rapide, mais tout ça pour vous dire que quelle que soit la question que vous vous posez en termes, parce que évidemment le sujet est large, vous trouverez forcément une ressource détaillée qui correspond en fait à la question que vous vous posez. Donc on a essayé sur ce site-là de donner accès à toutes ces ressources. Voilà, donc du coup, je vais laisser tout de suite la main à Sarah, comme ça on ne perd pas de temps sur la table ronde. Merci beaucoup, David. On va passer directement, effectivement, à la table ronde. Donc, merci beaucoup aux intervenants de s'être rendus disponibles pour participer à cet échange. Autour de la table, donc Stéphanie Moussard, qui est chef de projet économie circulaire au Havre Seine Métropole, qui va nous parler du rôle des collectivités dans l'accompagnement des projets territoriaux circulaires. Romain Fréry, chargé de mission réactivation des rez-de-chaussée à rue du Développement Durable, association qui a contribué à créer un quartier plus solidaire en favorisant le dynamisme local. Donc, il nous en parlera dans une petite demi-heure. Et puis, Célia Maillefer, donc responsable du pôle carbone et économie circulaire chez Wigwam, qui nous parlera d'une approche bilan carbone au service de la programmation et de la conception des projets d'aménagement. Donc, merci beaucoup d'être présent avec nous. Je vais donner la parole du coup à Stéphanie Moussard. Stéphanie, tu es donc chef de projet économie circulaire au Havre. D'une stratégie d'économie circulaire axée sur la gestion des déchets, vous avez abouti à des approches territoriales pour maximiser l'emploi des ressources, les conserver au niveau local. Et donc, tu vas pas évoquer un projet d'aménagement classique, mais tu vas par contre évoquer la mise en place de conditions qui favoriseront de futurs projets grâce à l'instauration de notamment coopération, transversalité et d'actions qui vont avoir une incidence sur l'utilisation du territoire par les acteurs. Donc tu vas illustrer ça avec deux projets différents. Une démarche d'écologie industrielle et territoriale que vous avez lancée sur le territoire, et puis le sujet du projet des ressourceries. Donc je te laisse la parole maintenant pour présenter tout ça. Bonjour à tous, merci de cette introduction Sarah. Donc moi je voulais vous présenter, comme l'a dit Sarah, une démarche territoriale donc sur le territoire de la communauté urbaine du Havre qui effectivement introduit les démarches qui vont suivre. C'est pas forcément une démarche particulièrement exemplaire, c'est une démarche, je dirais, empirique, opérationnelle, qui peut être inspirante ou rassurante, mais qui n'a rien voilà, d'exemplaire. C'est celle qu'on a menée. Peut-être pour revenir en arrière, ça fait donc une vingtaine d'années que la communauté urbaine du Havre s'est intéressée à l'économie circulaire. Au tout début, c'était vraiment des sujets autour des déchets, du tri, du compostage. Rapidement, il y a eu un passage, une montée en puissance sur la question du recyclage et plus récemment sur la diversification. Enfin, on a essayé d'élargir le champ de l'économie circulaire au-delà des questions de recyclage, à l'écologie industrielle et territoriale, à la consommation et la production durable et un certain nombre d'autres sujets. On a répondu à des appels à projets, notamment en matière d'écologie industrielle et territoriale, qui ont permis de développer ce projet-là. Et ensuite, on s'est récemment, depuis un an, essayé d'établir une stratégie à la fois interne à la structure et externe sur le territoire, en s'appuyant sur la labellisation économie circulaire. Le message principal que je veux dire là, c'est que
voilà, on a saisi un certain nombre d'opportunités quand elles venaient. C'est pas, on n'a pas en 20 ans construit une stratégie, développé une stratégie avec des plans d'action. On a saisi les opportunités de financement, de volonté des élus, d'opportunités de projets. Et en fait, c'est voilà, on a évolué comme ça, comme les choses venaient, et c'est vraiment maintenant qu'on ressent ce besoin de structurer les choses parce on a de plus en plus de projets, de plus en plus de monde impliqué sur ces sujets. Du coup, la labellisation nous a semblé être un outil assez pertinent pour justement structurer les choses en interne et avoir une stratégie. Ça nous paraît déjà valorisant pour les agents dans une grande structure comme la nôtre, où en fait des agents qui travaillent sur l'économie circulaire, il y en a dans plein de domaines différents, enfin, dans plein de directions différentes, de montrer, de savoir qu'on travaille tous sur ce sujet-là, de mieux travailler ensemble. Euh, Ça permet aussi une visibilité au niveau national ou régional qui va favoriser les échanges. Et puis, bah, c'est, comme je disais, très, pour nous, avant tout, une démarche structurante pour donner de la cohérence à l'ensemble de nos actions. Donc, bah, concrètement, ce qu'on a fait, c'est que, comme le montre le schéma que j'ai en dessous, on a essayé de mettre en avant auprès de nos collègues et de notre direction ce qui existait déjà, ce qui est avec un fond vert, c'est ce qui est fait au sein de la collectivité, et ce qui est avec un fond violet, c'est ce qui est fait sur le territoire. Et en fait, on a toujours cette double approche en se disant, ben, nous, on accompagne des acteurs du territoire en matière d'économie circulaire, des citoyens, des élus, des entreprises, mais on est aussi nous-mêmes quelque part une entreprise publique, mais une entreprise, et on a un rôle d'exemplarité, donc on doit nous aussi développer notre propre stratégie économie circulaire en parallèle de celle de l'accompagnement des acteurs du territoire. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on a rempli les référentiels et on avance progressivement. On n'est pas du tout encore labellisé, mais comme le montrent les résultats, où on est à presque 34% d'actions, bah, ça prouve qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte au démarrage, mais on a souvent plein de choses qui sont faites et qu'on peut mieux valoriser, notamment en travaillant en transversalité. Je voulais après revenir sur enfin, mettre un zoom particulier sur les sujets d'écologie industrielle et territoriale, qui est mon domaine en particulier. Donc, on a mis en place un groupe de travail il y a 1 an et demi sur le territoire havrais, qui réunit en fait 8 directions en interne à la collectivité sur le foncier, l'immobilier, le développement économique, la mobilité, les déchets, l'eau, la transition écologique, etc. Et en même temps, les partenaires du territoire, plutôt les partenaires institutionnels, pour l'instant, on n'ouvre pas, ou en tout cas, sauf invitation, aux opérateurs. Donc, la CCI, des associations d'industriels du territoire, le Grand Parc maritime, l'agence d'urbanisme, etc. Et donc, avec ce groupe de travail, on a essayé de mettre en place une stratégie, enfin, pas une stratégie, mais un plan d'action sur l'écologie industrielle et territoriale. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler sur 3 approches différentes. Donc, c'était un atelier dont j'ai mis des extraits de compte rendu et d'outils quand on a fait cet atelier pour essayer de définir nos priorités d'action. Donc, à la fois en interne et territorial, parce que le groupe était mixte. Et donc, on a proposé plusieurs démarches, de développer des filières locales de réemploi, et je reviendrai tout à l'heure sur un zoom autour du réemploi du bâtiment, de développer des synergies bilatérales, soit en interne à la collectivité, par exemple, on va récupérer les déchets inertes des recycleries pour les utiliser, enfin ça c'est une volonté, hein, c'est pas quelque chose qui existe encore, mais pour les utiliser dans la voirie, mais ça existe aussi aujourd'hui déjà sur avec la voirie sur les grands projets d'aménagement. Et puis une dernière approche qui est une approche territoriale, mais territoriale pas à l'échelle de la collectivité, qui est quand même 54 communes, mais à une échelle beaucoup plus humaine, enfin beaucoup de proximité, qui pourrait être celle du quartier, mais qui est celle qu'on a retenue, qui est la zone d'activité économique, qui est la première démarche qu'on a mis en œuvre. Donc et je vais vous faire un zoom aussi sur cette approche donc d'écologie industrielle à cette échelle de zone d'activité économique. Comment on s'y est pris et pourquoi on est allé sur ce projet d'écologie industrielle et territoriale sur une zone d'activité écologique.
économique. En fait, nous, en tant que collectivité, on s'est dit déjà qu'il fallait, enfin, qu'on voulait donc tester ce type de démarche en essayant d'amener nos différentes, répondre à nos différentes compétences, compétences de développement économique, nos compétences d'attractivité, de transition écologique, mais aussi d'aménagement du territoire. Et on a un rôle d'aménageur et de gestionnaire de zones d'activité. Et donc, l'idée, c'était de faire évoluer et anticiper les prochaines opérations, de coordonner les aménagements, etc. Mais surtout voilà, de répondre aux trois compétences qu'on a évoquées, développement économique, attractivité et transition écologique. Et ensuite, on s'est dit que les entreprises, elles, donc, pouvaient être motivées par une telle démarche. D'abord parce qu'en travaillant ensemble en synergie, elles pouvaient faire des économies d'échelle, des économies financières. Ça pouvait les aider en se lançant dans des démarches d'écologie industrielle et territoriale, de trouver des arguments pour mieux recruter à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle de la zone d'activité. Donc, recruter des personnes ou recruter des entreprises qu'elles pouvaient aussi un petit peu choisir peut-être par rapport à une filière qui est celle qui les intéresserait plus. Là, on est plutôt sur des entreprises tertiaires, mais voilà, à réfléchir. Euh, et puis surtout le sujet du réseau local, c'est-à-dire de se connaître, de savoir travailler ensemble. Et ça, c'était très vrai. Enfin, ça a été, quand je dis très, ça a été évoqué par plusieurs chefs d'entreprise en sortie de Covid, ce besoin de mieux se connaître et de travailler ensemble en cas de problème. Et surtout d'avoir une espèce d'autonomie et d'indépendance, et notamment en matière énergétique. Euh, voilà, donc on a fait un pari qui était de commencer par l'action, de rentrer directement dans l'action et de ne pas réfléchir trop à planifier des choses en amont. Moi, je voulais embarquer rapidement les chefs d'entreprise et voir si, une fois qu'ils étaient embarqués, on pouvait ensuite aller plus loin et voilà. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai fait depuis un an. L'idée après, c'est maintenant de bien structurer une démarche d'animation et d'évaluation avec un référentiel qui est moins un an et demi, un référentiel aujourd'hui, et puis on évalue la manière dont les choses avancent, à la fois sur notre démarche d'animation, mais aussi sur l'impact qu'a cette démarche d'un point de vue enfin, environnemental, sur éventuellement les économies de CO2, d'un point de vue financier, sur les économies financières, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, en matière d'attractivité et de résilience. Et puis peut-être aussi de voir si cette démarche collective arrive bien à impulser aussi une démarche individuelle de chaque chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est de lancer maintenant cette démarche d'évaluation, enfin de structuration de l'animation et d'évaluation voilà, des 2 ans à venir, avec l'idée ensuite de se dire, bah, avec ce retour d'expérience qu'on va avoir, là, on essaiera d'aller travailler sur d'autres zones d'activité. Et puis peut-être aussi, c'est une zone d'activité, comme vous le voyez peut-être sur la photo, qui n'est pas complètement finie d'être aménagée. Donc on se dit qu'avec ce retour d'expérience, on peut aussi peut-être mieux planifier l'aménagement de ce qui reste à aménager sur cette zone d'activité. Voilà, donc rapidement, moi j'ai mené des ateliers de sensibilisation à l'écologie industrielle, de détection des synergies qui pouvaient être mises en place. Ensuite, on a travaillé sur quelques sujets un peu soit faciles, soit très porteurs, et on a hiérarchisé les choses en disant que certes, les entreprises étaient intéressées pour travailler sur la restauration d'entreprises en lien avec le plan d'alimentation durable du territoire, mais aussi sur la mobilité, sur le compostage, sur la mutualisation d'équipements, notamment de logements ou de salles de réunion, mais qu'en fait, le sujet le plus facile et le plus porteur sur lequel ils avaient envie d'aller prioritairement, c'était, je dirais évidemment, depuis la crise énergétique, sur l'énergie, parce que il y a des économies financières en plus et une volonté d'être autonome et indépendant très forte. Donc, on est parti sur un projet d'autoconsommation collective en embarquant à la fois les acteurs privés, donc les entreprises, mais aussi des acteurs publics. Ça, c'était une volonté des partenaires de se dire, ben, c'est bien qu'on soit entre privés, mais il y a aussi l'hôpital à côté, il y a aussi la CCI qui accueille des entreprises, il y a aussi la piscine de la communauté urbaine, le collège du département, etc. Travaillons entre acteurs publics et privés et pas uniquement acteurs privés. Et puis, on travaille aussi sur la récupération de la chaleur fatale du data center de la région. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif initial.
rapidement les enseignements en matière d'aménagement, si j'essaye de faire ça, c'est que euh, euh, on voit qu'il y a des possibilités de mutualisation de foncier et de bâti qui peut être intéressant à anticiper. Euh, on peut, enfin voilà, ça s'est ressorti très vite de pouvoir se dire, bah, en fait, il y a des choses on n'est pas obligé, enfin, c'est toujours enfin, c'est dans l'esprit ZAN, mais en fait, les entreprises le formalisent pas comme ça en disant, bah, finalement, nous, on a du foncier à partager, on peut peut-être mutualiser un certain nombre de choses. On peut travailler sur le plan de commercialisation en se disant, bah, finalement, on se rend compte que le data center de la région qui émet de la chaleur fatale et qu'on souhaiterait récupérer pour faire des réseaux de chaleur, et ben, c'est évidemment celui qui a été s'implanter le plus loin. Et du coup, bah, en termes de réseau de chaleur et d'opportunités économiques de récupérer cette chaleur, c'est pas si évident que ça. Donc peut-être que dans les prochaines phases d'aménagement, il y a un vrai sujet à réfléchir sur les mutualisations qu'on pourrait faire et du coup de réfléchir l'aménagement en fonction de ça. Et si on avait fait ça avant, le data center serait peut-être probablement beaucoup plus près des autres entreprises pour faciliter cette mutualisation. Euh, voilà. Et puis peut-être planifier des interventions sur les voiries pour faire des économies financières, etc. Enfin, le retour de cette expérimentation, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai fait la comparaison avec l'image du feu, mais ouais, en fait, on est parti d'un support qui pourrait être la cheminée, mais qui est une zone d'activité sur laquelle il y avait quand même une labellisation RSE de la région. Donc, une volonté quand même de l'entreprise et de la communauté urbaine d'accompagner les entreprises dans une démarche RSE globale. Et du coup, c'était quand même déjà un peu porteur. Ce que j'ai appelé le combustible, c'est-à-dire le bois, c'est vraiment la motivation et la compétence des chefs d'entreprise à avancer ensemble dans ces synergies. Alors, ils y vont un peu à l'aveugle, ils y vont pas tous. C'est comme dans toutes les démarches, il y a des early adopters. Moi, j'en ai 7 sur 35 entreprises. C'est pas monstrueux, mais c'est déjà pas mal. Et puis, on verra comment suivent les autres. Et puis, il y aura toujours des réfractaires. Mais on avance comme ça. Un comburant qui active les choses, qui est le collectif. En fait, je crois qu'ils sont très motivés, plus que par les démarches de transition écologique dans lesquelles elles embarquent et dans les démarches de mutualisation. Ce qui les intéresse avant tout, c'est le collectif, c'est créer du lien entre eux, c'est se connaître, c'est se rendre service, etc. Et puis après, ce sera effectivement trouver toutes les solutions en matière d'énergie, de mobilité, de restauration ensemble. Et puis, donc, comme je vous disais, les dispositifs financiers qu'ils peuvent trouver collectivement et que nous, on peut leur apporter. Et puis, évidemment, une étincelle qui est l'animation de la collectivité, qui pourrait être l'animation de quelqu'un d'autre, à part que ce quelqu'un d'autre aujourd'hui n'existe pas. Donc, c'est nous qui sommes arrivés pour animer ça et lancer la démarche. Après, il y a un vrai sujet pour nous à passer la main, c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas dans la volonté de la collectivité d'accompagner toutes les zones d'activité du début à la fin. L'idée, c'est d'impulser la démarche et de pouvoir permettre aux entreprises, ou en tout cas au collectif de parties prenantes qui est public-privé, de reprendre la main et donc d'essayer peut-être de monter une structure fédératrice qui permettra de porter des études, de porter des projets collectivement sans forcément que la collectivité soit toujours derrière et une vraie volonté de notre part du coup d'évaluer cette démarche et de faire un peu la preuve par l'impact. On espère donc arriver à avoir des résultats intéressants en termes d'impact environnemental, économique, etc. Et pouvoir du coup embarquer à la fois plus d'entreprises sur cette zone d'activité, mais aussi dans d'autres zones d'activité. Les freins, c'est les mêmes que partout ailleurs, mais c'est vraiment la disponibilité des chefs d'entreprise. Et pour l'instant, moi, j'ai réussi à les motiver sur un sujet très facile qui est l'énergie. Est-ce qu'ils iront sur d'autres sujets d'économie circulaire? Moi, j'essaye de les sensibiliser à l'éco-conception, à des choses comme ça. C'est moins évident aujourd'hui, donc c'est vraiment pour des sujets de disponibilité. Et puis peut-être on va être confronté rapidement à des problèmes de temporalité entre public et privé qui vont pas être les mêmes. Pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà, je retiens aussi que plus ça avance et plus à l'intérieur de notre collectivité, on travaille ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis sur des sujets d'économie circulaire, mais qui touchent, comme vous l'avez vu, la mobilité, la restauration, l'énergie. Donc, je vais chercher mes collègues experts dans ces domaines-là. Mais j'ai aussi des collègues qui travaillent sur l'emploi, qui s'intéressent, enfin, qui adressent les entreprises, d'autres qui travaillent sur la biodiversité. Et en fait, on profite des événements
événements que moi, je crée des ateliers, des réunions pour passer des messages d'autres directions. Et du coup, ça commence à créer en fait cette émulation interne de structuration de l'économie circulaire aussi en interne et cet accompagnement qu'on peut avoir. Voilà un deuxième zoom sur un autre projet donc d'écologie industrielle et territoriale qui touche pas directement, mais qui touche quand même l'aménagement du territoire, qui est un travail sur le réemploi dans le bâtiment. Donc nous, on a mené une expérimentation à la communauté urbaine où on était à la fois donneur et receveur, c'est-à-dire qu'on a déconstruit un bâtiment qui appartenait à la communauté urbaine en Algeco, qui était le centre de déchets techniques, et on a réemployé 88% de ces matériaux dans la construction de 4 recycleries. Donc, c'est en cours de construction. Ça fait 3 ans que ce projet existe. Et donc, on s'est confronté à toutes les difficultés du réemploi, sachant que c'est probablement encore plus compliqué quand on n'est pas donneur et receveur. Là, nous, on est la même entreprise. Par contre, ça nous a permis aussi de créer énormément de liens et de contribuer à la structuration d'une filière du réemploi du bâtiment à l'échelle de la communauté urbaine et à l'échelle aussi de la région. Et du coup, de structurer quand même voilà, des choses qui permettront, notamment le réemploi, peut-être de travailler aussi à l'échelle d'un quartier. Il y a des quartiers en réhabilitation et ça peut tout à fait rentrer dans cette dynamique-là, même si à l'échelle, aujourd'hui, on est à l'échelle que du bâtiment. Voilà, donc on s'est confronté à des difficultés classiques qui sont que en fait le réemploi en fait est soumis à la responsabilité décennale, mais pas uniquement sur la mise en œuvre des matériaux, mais aussi sur les matériaux eux-mêmes. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut du coup prouver que les matériaux qu'on a curés, stockés, déballés sont bien en état et ne vont pas poser de difficultés. Ça, c'est une photo du bâtiment d'avant et des bâtiments d'après. Ça nous a permis d'avoir cette expérience et surtout de savoir qu'il faut extrêmement bien anticiper les choses parce qu'en fait, c'est extrêmement complexe de pouvoir prouver à des assureurs que les matériaux sont en bon état. Il faut le faire depuis l'amont, depuis le curage. Et en fait, c'est ce qui va conditionner toute la suite. Parce que quand on va faire les dossiers de consultation des entreprises pour la construction des nouveaux bâtiments en réemploi, eh ben, il va falloir que ces entreprises-là aient des assureurs et les assureurs ils vont demander à ce qu'on ait prouvé par un contrôle technique et par un dossier de réemploi que tout était en bon état. Et donc, en fait, tout ça, ça nécessite plein d'étapes intermédiaires, comme je vous le disais, du curage, du tri, du démontage, du stockage. Nous, on a stocké pendant 2 ans en extérieur, donc c'était emballé, mais ça reste. Après, il faut déballer, montrer que c'est encore en bon état ou pas, et rassurer toute la chaîne de valeur. Et surtout aussi, trouver les métiers, enfin, les entreprises compétentes dans le réemploi, ce qui est pas forcément évident à mettre en œuvre. Voilà, donc ça, c'est rapidement la démarche qu'on a suivie, l'identification du besoin en termes de nouvelles constructions qui va en fait un peu conditionner aussi ce qu'on va être capable de réemployer dans le bâtiment initial. Donc en fait, en fonction de ce qu'on veut faire à l'arrivée, on va dire bah, ça on garde ou ça on garde pas. Et puis inversement, en fonction des gisements qu'on a au départ, on va construire des esquisses de bâtiments à l'arrivée qui vont peut-être être différents. Donc il y a cette articulation entre ce dont on dispose et ce qu'on veut faire. Il y a donc un vrai sujet, comme je disais, de sourcing, de diagnostic, non pas de déchets dans le bâtiment, mais de considérer ces déchets comme des ressources, donc de diagnostic ressources dans le bâtiment, que l'architecte qui soit capable de travailler en réemploi. Il y a un vrai sujet. Alors, moi, je n'étais pas indirectement impliquée, donc je répète ce que disent mes collègues, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai sujet autour du contrôleur technique qui doit être désigné très tôt pour pouvoir, comme je vous disais, dès le curage, dès l'amont, et suivre tout le projet pour pouvoir garantir en fait que chaque type de matériau et chaque matériau à l'intérieur de chaque type, que ce soit un robinet, une porte, une fenêtre ou une prise de courant, soit bien, enfin lui, il garantit l'état de tout ça. Et c'est sur la preuve de ces documents à lui, du contrôleur technique,
que va reposer la capacité des assureurs à s'engager et donc des entreprises à faire le travail. Et pour conclure, donc juste vous dire que le rôle de la collectivité, il y a un vrai sujet de tiers de confiance. Pour moi, il y a un sujet d'impulsion, c'est-à-dire qu'on peut se permettre peut-être plus facilement que d'autres de faire des expérimentations, de tester, de prendre le temps, de perdre peut-être un peu d'argent en expérimentant, mais du coup en apprenant aussi, en partageant notre savoir, enfin nos savoirs. Et puis pour ce qui concerne le lien entre l'économie circulaire et l'aménagement, pour moi, c'est un vrai sujet itératif. Je l'ai dit tout à l'heure sur la zone d'activité, c'est-à-dire que c'est aussi en analysant l'existant qu'on comprend ce dont il y a besoin en termes d'économie circulaire et qu'on peut adapter la suite et donc et réciproquement. Enfin, il y a un vrai sujet dans le partenariat public-privé à mettre en œuvre et notamment, on va justement développer une étude pour pérenniser l'animation territoriale de l'EIT, peut-être justement sous une forme publique-privée. Stéphanie, merci beaucoup pour ce retour d'expérience très riche du coup. Donc je vous invite à poser vos questions. Il y en a déjà quelques-unes dans le chat, mais à les poser dans le chat. On reviendra dessus par la suite. Donc là, on va passer au prochain retour d'expérience. Retour d'expérience de Romain Fréry, donc qui est chargé de mission réactivation des rez-de-chaussée à rue du Développement Durable. Donc, Romain, je vous laisse prendre la parole sur le projet de réactivation des rez-de-chaussée dans un quartier de Saint-Étienne. Très bien. Bonjour tout le monde. Je travaille pour l'association Rue du Développement Durable. On est à Saint-Étienne. Association créée en 2009 avec comme objectif principal, en gros, et puis je préciserai un peu plus loin, de redynamiser le quartier du Crêt-de-Roc à Saint-Étienne. Je parlerai un petit peu des quartiers un peu plus loin puisque ça dépend beaucoup. C'est de là que vont découler les différents objectifs de l'association. Né en 2009 par des bénévoles à l'époque qui étaient impliqués sur le quartier, plutôt du secteur associatif, et qui voulaient un peu refaire bouger le quartier, qui a pris l'équité, qui s'est paupérisé, et ces bénévoles voulaient retrouver un petit peu l'animation dans ce quartier, retrouver peut-être ce qui faisait un petit peu le sang du quartier, c'est-à-dire plus de convivialité, plus d'entraide entre soi. Pour ce faire, à l'époque, plusieurs bénévoles, et puis ensuite, l'association s'est professionnalisée, a engagé des salariés, des stagiaires, des services civiques, comme souvent. On a actuellement une petite équipe de 2 salariés. Donc moi-même qui suis urbaniste de profession depuis 6-7 ans, qui est arrivé dans l'association il y a 1 an et demi, et qui est surtout consacré à la réactivation, ce qu'on appelle la réoccupation et la rénovation de locaux vacants, de rez-de-chaussée vacants dans le quartier. J'explique un petit peu en quoi ça consiste. Et puis ma collègue Louisa Vidal, qui est plutôt chargée de communication et de vie du réseau associatif qui est assez important pour nous, qui nous amène beaucoup de personnes et dans lequel on peut travailler, et qui également est en appui sur d'autres missions de rez-de-chaussée vacants. On est appuyé par 6 bénévoles qui sont tous co-présidents de l'association, qui ont différentes compétences. Alors, c'est des bénévoles qui ne sont pas forcément très impliqués en termes de temps, puisqu'ils ont tous un travail. On est sur des personnes qui sont assez expérimentées dans leur domaine. On a une professeure de sociologie à la fac de Saint-Étienne. On a un professeur de technologie, on a une architecte. Voilà, différents profils qui sont très qualifiés, mais qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Donc, on est sur un fonctionnement qui est assez autonome entre salariés. Ça n'empêche pas qu'on soit en lien régulièrement avec ses coprésidents. On a différents modes de travail en commun, c'est-à-dire qu'on a une messagerie instantanée pour parler régulièrement, donner quelques points d'information, avoir des petites décisions, avoir des échanges, plus ou moins en direct. Du coup, ça permet d'avoir des bénévoles qui s'impliquent les soirs, qui vont travailler les soirs chez eux, à dialoguer avec nous, à distance, et donc pas forcément instantané. On a aussi, de manière plus formelle, un conseil d'administration entre coprésidents et salariés. On fait l'ordre du jour, et puis derrière, ça permet de décider des grands points, voire des petits points, voire d'engager des discussions un peu plus élaborées sur un certain gros sujet, et donc d'aiguiller l'association sur certaines choses. En parallèle, on essaie de mettre en place des commissions, puisque les conseils d'administration ont lieu 1 fois par mois, ce qui est assez faible, avec beaucoup de sujets à traiter. Donc, ces commissions, avec un salarié, voire 2, et 1 ou 2 coprésidents qui ont envie de s'impliquer, ça permet d'aller en profondeur sur certains sujets sans pour autant mobiliser tout le monde,
sur des sujets qui n'intéressent pas forcément tous les coprésidents. Un petit point sur le quartier d'intervention. Donc, on est basé sur le Crêt de Roc. Le Crêt de Roc, c'est un quartier en colline, à côté du centre-ville. On est plus ou moins entre le centre-ville de Saint-Étienne et la gare de la ville. Donc, on est quand même dans un emplacement assez stratégique et en même temps un peu compliqué, puisqu'on est sur une colline qui a un relief assez fort, en tout cas pour une colline urbanisée. Donc, des connexions qui sont assez difficiles entre les quartiers, des routes qui vont longer la colline plus que pénétrer dans la colline. Donc, ça donne un urbanisme qui est compliqué et un cloisonnement qui va se faire petit à petit au détriment notamment du commerce. Globalement, on est sur un quartier qui va se paupériser depuis des décennies, qui va un peu accompagner la, la dégringolade, on pourrait dire, de la ville de Saint-Étienne à partir des années 70-80. Et donc, il va perdre, comme beaucoup de quartiers ouvriers de Saint-Étienne, qui va perdre l'essentiel de ses commerces, l'essentiel de ses artisans, et qui va avoir une certaine paupérisation de sa population, une vieillesse aussi de sa population qui va vieillir. Voilà. C'est un peu dans ce contexte-là qu'est née l'association. On est quand même sur la fin de ce long épisode qui a duré plusieurs décennies de dégradation du quartier, mais on est encore un petit peu en végétation, si on pourrait dire. Donc, dans ce contexte-là, eh ben, l'association est née avec les différents objectifs, sous-objectifs en tout cas, de redynamiser le quartier, c'est d'avoir des activités qui soient durables, qui soient créatives. Il y a toujours un peu cet esprit artisan qui nous aime bien, donc on a envie de revenir un petit peu à ces activités-là. Des activités aussi solidaires, puisque ces populations qui sont paupérisées, on a envie qu'elles restent là. Et on s'est dit que ça pouvait passer par la rez-de-chaussée, puisque les rez-de-chaussée qui donnent sur la rue ont une vacance aujourd'hui très importante. On est sur 40 à 60% de vacances, suivant comment on compte. On pourrait sans doute aller encore au-delà, sachant que beaucoup de rez-de-chaussée ont été convertis comme logement. Or, ce n'est pas forcément le but de l'association. Pourquoi les rez-de-chaussée? Parce qu'on est sur un emplacement assez tragique, on est entre l'espace public et l'espace privé. On est un peu dans cette interface qui permet de connecter un petit peu ces deux mondes et d'avoir des populations qui se rencontrent, d'avoir un quartier qui vit, qui est beaucoup plus vivant à travers ces rez-de-chaussée vacants, quelle que soit finalement leur utilisation. Ça peut être du commerce, ça peut être des artisans, des artistes, ça peut être des associations également. L'autre explication de cette implication, c'était que beaucoup de rez-de-chaussée étaient convertis en logement et que le logement, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, mais on est sur des espaces d'habitat qui sont assez médiocres, euh, avec une intimité qui est très faible, avec un bruit de la route qui est direct, peu d'intimité, peu de confort, une certaine, assez peu de lumière finalement, et puis en plus un lien direct avec toutes les incivilités qui peuvent se produire. Et donc, il y avait l'envie de garder ces locaux en activité et non plus au logement. D'autant plus que du logement en rez-de-chaussée, ça donne souvent des rues qui sont assez mortes visuellement. Et puis l'autre raison, finalement, c'était aussi que la demande existait. Beaucoup de propriétaires se plaignent que leurs locaux sont allouables. Il y a différentes raisons pour ça. Effectivement, beaucoup de locaux sont en mauvais état désormais, donc ils sont devenus allouables par leur mauvais état, parce que la demande n'était plus là, en tout cas plus au prix du marché. Donc on essaie de contrer ça en disant qu'il y a une demande qui existe, une demande qui est d'ailleurs assez forte. Beaucoup de monde vient nous voir. On est peut-être entre 50 et 100 personnes ou structures qui viennent nous voir chaque année, sans faire pour autant beaucoup de publicité. Essentiellement finalement du réseau associatif ou du réseau d'artistes, réseau d'artisans d'art, et puis quelques commerçants qui se lancent. Donc la demande existe, mais la demande n'est pas forcément prêt à payer les prix du marché, et en plus pour des locaux en mauvais état. Donc nous, on essaie de faire un travail auprès des propriétaires, j'en parlerai un petit peu après, pour les convaincre de remettre leur bien sur le marché, quitte à avoir un petit loyer, quitte à ne pas faire de travaux, pour ensuite avoir des porte-projets qui n'aient pas forcément besoin d'un local en super état, mais qui ont envie d'avoir un espace. Et c'est le cas pour beaucoup d'artistes ou d'artisans d'art qui ne veulent pas un espace nickel, mais qui n'ont pas non plus un gros budget à mettre là-dessus. Donc, pour les actions, j'ai dit un petit peu les différents objectifs. Plus concrètement, on a un petit peu deux angles de travail. On a d'abord un angle d'accueil des porteurs de projets qui veulent s'installer sur le quartier. Et notre boulot, ça va être de les accompagner, de leur trouver un local
de voir qu'est-ce qui manque pour qu'ils s'installent, est-ce qu'ils doivent faire un budget, est-ce qu'ils doivent travailler sur leur marché, sur leurs clients, est-ce qu'ils doivent aller chercher des subventions et qui c'est qu'on va chercher. On va aussi les aider à mobiliser des partenaires financiers, institutionnels. On va les aiguiller puisqu'on a une bonne connaissance du réseau associatif et d'acteurs locaux. On arrive aussi à les renvoyer vers des acteurs institutionnels, des acteurs qui peuvent subventionner, des accompagnateurs type CCI, France Active, Ronalpia. Je le précise un petit peu en dessous en termes d'acteurs. On essaie de tourner un petit peu sur un réseau assez dense, qui nous apporte ses propres projets et qui permet derrière de remplir des locaux. Ce qu'on fait ensuite pour les locaux, deux travails différents. Un travail vers les propriétaires, on essaie de les convaincre, on essaie de faire un peu de leur publicité finalement pour leurs locaux. Leur trouver des solutions, leur dire que ça peut être possible de louer, mais à moins cher. Ça peut être possible de faire des petits travaux, quels travaux et pour quel porte-projet. Ça peut être possible aussi de diviser le local. Ça peut être possible aussi d'avoir plusieurs porte-projets en essayant de les convaincre qu'il ne faut pas forcément avoir peur de personnes qui se lancent ou de personnes qui louent à plusieurs. Ça peut être justement une solution de louer un local qui ne trouve pas preneur depuis des années. Et puis de l'autre côté, notre travail, qui est importante aussi, c'est qu'on a aussi une certaine maîtrise foncière. On essaie d'avoir ça, ce qui nous permet de pouvoir loger tout le monde, qui on veut, et avec les finances des personnes qui arrivent, qui sont ce qu'elles sont, qui permettent de jouer entre des personnes qui ont plus de moyens et d'autres qui en ont peu. Donc on fait de la sous-location, c'est-à-dire qu'on loue à des propriétaires, et on sous-loue derrière à des personnes qui se lancent, des auto-entrepreneurs, des associations essentiellement en fait. Et ça nous permet d'avoir entièrement la main là-dessus. Je préciserai un petit peu quel locaux on a mis en place. Et puis, on a également lancé une foncière citoyenne qui s'appelle Crédelia, comme Crédroc, et qui a permis d'acheter justement un local. Donc, on est en gestion désormais, auquel on paye plus le loyer, donc c'est tout à fait intéressant. Et on espère renouveler l'initiative, mais ça demande des moyens. Ça demande une mobilisation de la population, puisque ce local avait été acheté en mobilisant la population des Crédroc, avec beaucoup d'amis qui se sont impliqués, qui ont donné une part dans cette foncière. Une part qui était variable, chacun pouvait mettre ce qu'il voulait, mais derrière, chacun a une voix pour ensuite décider de l'investissement et décider de la gestion de ce local. Je parle un petit peu d'acteurs, puisqu'on a un réseau associatif qui est assez important, qui nous amène beaucoup de porteurs de projets, comme je le disais. Et aussi un réseau plutôt d'accompagnateurs qui nous permet aussi d'avoir des porte-projets qui viennent vers nous. On leur renvoie aussi des personnes qui veulent se former. Je pense à France Active, Rhône-Alpia, en tout cas pour la région Rhône-Alpes, et la CCI, la CMA locale qui peuvent aussi aider les personnes plutôt professionnelles, par contre, à se lancer. Réseau associatif également avec la maison de quartier, le centre social du quartier, toutes les associations de travail sur le quartier du Crédroc. Où on fait des rencontres régulières, on travaille avec elles pour faire des différentes réunions, organiser des permanences de leur part, faire de l'événementiel, en tout cas des différentes choses qui peuvent favoriser le lien social, puisque c'est aussi le but de l'association RDD. Un travail avec les propriétaires et agences aussi, alors surtout avec les propriétaires. Il s'agit en fait d'aller trouver les propriétaires. On va faire notre enquête de quartier. On va demander aux agences, on va demander aux voisins, aux commerçants voisins. On va demander à des habitants impliqués, des vieux habitants, souvent qui ont la connaissance de l'ancien commerce, ancien commerçant qui va pouvoir nous aiguiller sur le propriétaire. Et comme ça, on va pouvoir fouiner un petit peu et rencontrer ce propriétaire, l'inciter à louer, se renseigner un peu sur le local, le visiter, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et derrière, on va pouvoir proposer ce local à des porteurs de projets. On va se mettre un petit peu en interface entre les deux, faire une sorte de rôle d'agence sans pour autant se prendre de commission. Là-dessus, mais gratuit là-dessus sur ce travail. Et on va essayer de débloquer, en fait, de faciliter des installations sur le quartier. Et puis ensuite, forcément, un lien avec les collectivités, avec l'État, avec la ville de Saint-Étienne, avec la métropole de Saint-Étienne, avec l'État. On peut travailler en commun, pas forcément jour le jour, mais on peut être impliqué sur des règlements de subvention, par exemple, sur des liens entre propriétaires, des liens entre projets qui veulent s'installer, et là où la ville perçoit quelque chose de stratégique, ou l'État. Peut-être aussi parler de financement, puisque nos financements viennent en partie de là.
voire en totalité. Je préciserai un petit peu pourquoi, mais on a d'abord des financements via des appels à manifestation d'intérêt qui sont assez fluctuants, du coup, qui se terminent, du coup. Là, on ne l'aura plus. On a des prestations aussi d'urbanisme qu'on fait de temps en temps, des études d'urbanisme sur le commerce, sur les locaux vacants en ville, qui sont payés par la ville de Saint-Étienne, ça arrive de temps en temps. Et puis, on est aussi prestataire pour l'État, c'est-à-dire l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, l'EPAS, l'EPA, qui nous paye pour travailler un peu à la manière de ce qu'on fait sur le Credrock, mais sans pour autant faire de la gestion locative. On travaille sur un autre quartier, le Credrock, qui est un quartier relativement semblable au Credrock, qui est un quartier anciennement ouvrier, qui s'est dégradé, qui s'est paupérisé, avec une grosse vacance, et qui nous assure une grosse source de financement. L'autre financement, en fait, c'est une sorte de sous-budget qui est autonome. C'est notre gestion locative. J'en parlais précédemment avec la sous-location. On essaie d'être autonome dans le sens où on paye d'un côté un loyer et derrière, un loyer propriétaire, on paye les charges, on paye l'électricité, on paye le gaz, on paye l'assurance. En gros, on fait tout ce qui est nécessaire à une location. Et derrière, on sous-loue aux associations, aux auto-entrepreneurs qui ont ensuite un local tout prêt. Ils payent chacun une somme qu'ils peuvent. Euh, Certains payent moins cher que d'autres, ne payent pas le prix du loyer, euh, le vrai prix du loyer et des charges. D'autres payent plus cher. Tout ça permettant à la fin d'avoir une gestion locative qui est plus ou moins autonome et qui est plus ou moins à zéro. Quand on a fait la balance des bénéfices et des charges, on arrive à zéro. Donc finalement, nos financements sont essentiellement étatiques et de collectivités, avec une petite subvention de la ville de Saint-Étienne et de la métropole, qui n'est jamais assez, bien sûr. Quels impacts sur le quartier? Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le quartier? On arrive, je pense, sur un quartier qui est plus vivable qu'il y a 10 ans, sans pour autant faire un miracle, mais on a pu réoccuper une dizaine de locaux qui sont encore occupés du coup, qu'on a en gestion locative nous-mêmes. 10 sur le quartier du Credrock et 2 sur le quartier de Saint-Roch. On a par exemple un garage à vélo qui est né, qui est géré par une association qui est proche des RDD, où on fait la gestion, on a fait l'aménagement du local. Et ce garage sert aux habitants des quartiers qui n'ont pas forcément d'espace pour mettre leur vélo, parce qu'ils n'ont pas la place, parce que en termes de sécurité, c'est compliqué de mettre un vélo dehors. Donc c'est une solution pas chère pour leur vélo. Donc le quartier est collinaire, il y a un gros relief, et ce garage à vélo est situé en contrebas de la colline. Donc ça permet de ne pas trop forcer sur les jambes. Autre chose qui a été lancée il y a quelques années, c'est une cantine de quartier qu'on appelle la Tablée, qui est à prix libre et qui permet à la fois de manger pas cher pour les gens qui ont peu de moyens. Les personnes qui en ont plus donnent un peu plus que le prix moyen, le prix de revient, on va dire, et qui en même temps peut permettre aussi à des gens qui sont isolés dans le quartier de pouvoir cuisiner. Donc, tous les matins, il y a une personne qui cadre un petit peu, qui gère le lieu et qui va organiser la brigade, entre guillemets, de cuisine, avec des bénévoles qui viennent passer du temps, quelques heures pour faire à manger. Le service ensuite est sous forme de buffet. Et voilà, c'est une cantine à la fois qui peut permettre de manger pour pas cher et qui est aussi un lien social assez fort pour des gens qui n'ont pas de travail, qui sont retraités, qui n'ont plus vraiment de lien. Plusieurs locaux créatifs pour des artisans d'art qui se lancent. Ça permet d'avoir des personnes qui n'ont pas trop de moyens de pouvoir avoir un local. Ça permet à d'autres d'avoir un petit espace, qui ont des moyens, mais qui n'ont pas un gros besoin. Ça permet de leur louer facilement. Et nous, ça nous permet de faire une rentrée d'argent pour compenser des structures qui n'ont pas assez de moyens pour avoir un local à elles seules et pouvoir subvenir aux différentes charges. Des bureaux de travail, dont les nôtres, qui sont ouverts avec d'autres structures. On avait lancé une épicerie bio aussi il y a quelques années. Ce n'est plus le cas. On a différentes salles de réunion aussi pour des associations qui cherchent de l'espace. Et puis on a aussi, entre autres, il y a encore d'autres choses, mais on a aussi la Corderie, qui est un système national, mais qui est avec une branche à Saint-Étienne, et qui là est une sorte d'échange de services, ou un peu sur le modèle de la tablée, de la cantine de quartier, où des personnes qui sont un peu isolées, en tout cas qui ont envie de parler, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'échanger des choses, peuvent venir proposer quelques heures de couture, de peinture, de bricolage. Et derrière, elles sont remboursées, entre guillemets, par des heures équivalentes dans des domaines qu'elles connaissent moins, où une personne va venir chez elle
venir au même local pour travailler sur du dessin, de la peinture en échange. J'ai parlé du local acheté tout à l'heure. Actuellement, il héberge une artisan d'art qui vient de se lancer. Et plus globalement, on peut parler de plusieurs dizaines de locaux, peut-être une centaine, où on a eu une implication pour le remettre en location, où on a pu aider un porte-projet, où on a pu aider un propriétaire à remettre son bien sur le marché, à la rénover, à trouver un porteur, etc. Et puis en parallèle, plus globalement, doit être sur une cinquantaine d'emplois qui sont hébergés chez nous, que ce soit des emplois salariés ou indépendants, dans nos différents locaux, donc toujours via l'association ou via des petites entreprises qui se lancent. Ça nous permet, donc, cette différentes implications dans la ville, notamment à Sarrock, notamment à Crédroc, d'avoir un certain essaimage de nos pratiques. On a une association qui est plus ou moins comparable à la nôtre, qui est sur un autre quartier Saint-Étienne, qui s'appelle le Créfad. Et puis, comme je disais, on a pu faire nos preuves sur le Crédroc et donc on a été mobilisé sur le quartier de Saint-Roch pour faire un peu ce qu'on fait sur notre quartier initial via un marché public. Et on va peut-être être pris sur un autre marché public dans un autre quartier de Saint-Étienne pour preuve que voilà, notre travail marche, en tout cas relativement, et on espère que nos pratiques arrivent à se répandre et qu'on puisse d'ailleurs s'améliorer et toujours être plus efficace. Sans pour autant grossir, le but n'est pas forcément d'être énorme. On essaie toujours d'être raisonnable et de ne pas aller n'importe où, d'être assez modeste et d'aller là où on connaît le réseau, ou alors là où on peut un petit peu modeler le marché public, histoire qu'on n'ait pas non plus la main mise, mais qu'on puisse s'appuyer sur les associations locales de quartier. Ça fait partie un petit peu des points de vigilance. Je parlais un petit peu de finances tout à l'heure. On est fragile financièrement. Chaque année, il faut trouver nos financements. On n'a rien de vraiment fixe. Les subventions municipales sont assez réduites et il faut les demander d'ailleurs à chaque année. Donc, et ce n'est pas ça qui assure des frais de fonctionnement. C'est beaucoup trop. On a quand même de salaires à payer. Des bénévoles qui sont difficiles à recruter. On est sur une nation qui demande quand même certaines compétences et pas forcément du petit travail. Donc, c'est difficile de trouver du monde. On a des bénévoles qui sont très impliqués dans d'autres associations, qui sont des boulots, qui sont assez experts et donc qui ont peu de temps à donner. Donc, c'est une difficulté pour appuyer les salariés. Euh, un problème peut-être de fond qui pourrait aboutir, c'est que Saint-Étienne va relativement mieux depuis quelques années. On a un marché immobilier qui reprend un petit peu à la hausse et donc des blocages qui pourraient survenir entre les propriétaires qui peuvent peut-être surévaluer leur local, des locaux qui sont vraiment trop mauvais état pour être loués, et là on aura des blocages financiers. Or, on est vraiment sur le maillon essentiel, puisque sans locaux, on ne peut plus rien faire et on ne peut plus faire notre travail. Donc, ça va être important de pouvoir rester encore vigilant là-dessus et d'avoir toujours des choses qui se débloquent. Plus globalement, ça peut être encore le risque d'une gentrification. On a eu souvent souvent l'allusion du Crédroc comme comme une future colline de Fourvière à Lyon, qui s'est gentrifiée sur les dernières décennies. Ça ne s'est jamais passé et c'est pas prêt de se passer encore, mais on est quand même vigilant. On peut dire qu'on a une application là-dessus parce on participe à améliorer le quartier, comme d'autres structures d'ailleurs, comme des commerces, comme des entreprises, comme des associations qui travaillent sur le quartier. Et donc, améliorer le quartier, ça veut dire aussi améliorer sa vie locale, donc faire relever potentiellement son attractivité, donc potentiellement ses prix. Donc, on essaie d'être vigilant là-dessus. Peut-être qu'un jour, il va falloir arrêter de travailler sur le quartier pour pouvoir aller ailleurs, là où on a vraiment une application qui pourrait être plus juste pour tout le monde. En tout cas, on est relativement vigilant là-dessus. Voilà. Et on essaie de garder des structures qui permettent à tout le monde d'y habiter. C'est un peu le centre de la cantine de quartier, c'est le centre de la corderie. On est sur des services qui ne coûtent rien, qui permettent de faire du lien entre les personnes qui sont souvent un peu plus modestes que la moyenne, qui vivent souvent seules. Et on essaie de garder un pied là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, du coup, on va continuer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat encore à nouveau. Donc, je vais laisser la parole à Célia Maillefer, qui est responsable économie circulaire
et carbone chez Wigwam. Et donc, tu vas nous présenter, Célia, une approche bilan carbone au service de la programmation et de la conception des projets d'aménagement. Et tu fais aussi une belle transition parce que je crois que vos bureaux sont en rez-de-chaussée à Nantes et que vous avez aussi la question de la réactivation des rez-de-chaussée chez vous. Ouais, ouais, merci Romain pour cette présentation. C'est vrai que l'activation des rez-de-chaussée, c'est un vrai sujet, à la fois environnemental, mais aussi très humain et d'aménité dans les quartiers. Et on le voit, nous, on est en rez-de-chaussée rénové en centre-ville de Nantes, à côté de la gare. N'hésitez pas à prendre le café quand vous passez par là. Et en fait, on le voit que ça amène de la vie dans les centres-villes. C'est éclairé le soir, les gens passent, regardent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc non, c'est vraiment une démarche qui à la fois d'un point de vue environnemental est intéressante, mais aussi pour l'aménité de nos centres-villes demain. Donc oui, je suis ingénieure de formation en thermique et moi, je viens vraiment du secteur du bâtiment. Je suis responsable du pôle carbone économie circulaire chez Wigwam et chez Studio Carbone, qui est notre agence canadienne, puisque l'entreprise Wigwam a été montée par une Québécoise il y a 15 ans, Marika Frenette, avec qui je travaille principalement sur tous ces sujets-là. Et donc, dans le pôle et dans l'entreprise, on intervient à différentes échelles, de l'enveloppe du bâtiment, qui est vraiment une expertise d'un autre pôle, le pôle enveloppe, qui est spécialiste de la physique du bâtiment, jusqu'à l'échelle des organisations et des territoires, en passant par les échelles quartier et bâtiment. Et à toutes ces échelles-là, en réalité, on traite de la question de la stratégie environnementale et de l'ancrage de nos projets bâtiments, quartier, territoire dans la réalité climatique actuelle. J'ai eu la chance, lors de mon ancienne expérience, de participer à l'expérimentation E+, C-. C'est comme ça que j'ai découvert un petit peu les sujets de carbone dans le bâtiment, qui étaient applicables uniquement à ce moment-là au bâtiment neuf. Donc, on voit qu'on commence à se poser ces questions de décarbonation dans le secteur sur des petits projets et une partie en fait infime du parc global et de nos villes. En ayant participé à cette expérimentation, on s'est posé plein de questions avec des personnes très pertinentes d'ailleurs à cette époque-là, c'était en 2017, je crois. Et on s'est dit, mais si on prenait en compte l'usage des bâtiments, est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà? Et en rencontrant Marika Frenette, donc la dirigeante de Wigwam, on s'est dit, oui, mais on peut aussi prendre en compte et essayer de décarboner l'ensemble du parc, donc l'ensemble des bâtiments déjà existants. Et si on continue à développer ces approches-là à des échelles de quartier et d'espace public, bah, finalement, on arrive à agir avec impact encore à une autre échelle. Et en fait, cette vision-là globale nous oblige à avoir aussi une approche systémique dans nos projets et à arrêter de décloisonner déjà les projets les uns des autres, mais aussi les enjeux qui concernent les projets, donc carbone, sujet humain, sujet énergétique, etc. En fait, tout ça, c'est lié. Et le vrai sujet, c'est comment on se sort de tout ça et comment on évite ce qu'on a appris ce matin, la chance, je crois que c'est une chance sur deux d'atteindre le plus 1,5 degré d'ici 2030. Donc, en réalité, le sujet, il est bien plus large que uniquement un projet sur lequel on va travailler. Mais mon propos, c'est de dire qu'à travers un projet, en fait, on est capable d'influencer bien plus largement un territoire et une échelle qui va au-delà du projet. Le constat, du coup, il vient que sur les sujets de carbone, globalement, on a des objectifs qui sont bien posés à l'échelle du monde, la neutralité carbone pour 2050, à l'échelle de l'Europe avec le Fit for 55, à l'échelle de la France avec la SNBC qui devrait bientôt être révisée, parfois décliné à l'échelle locale avec certaines villes en France qui sont engagées pour atteindre la neutralité carbone dès 2030 à travers les PCAET et plein d'autres documents locaux. Et arrivé au projet du quartier, ben, finalement, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on a fait le travail ou pas. C'est-à-dire qu'on fait des quartiers qui nous semblent bas carbone, on fait de l'urbanisme circulaire, on s'étend de moins en moins sur des terres agricoles, mais finalement, à quel moment on pense que oui, on a fait le travail pour que nos quartiers, nos projets soient compatibles avec les objectifs de 2030 et 2050. Pourtant, à l'échelle du bâtiment, le travail est plus ou moins fait. Alors, la réglementation n'est évidemment pas une fin en soi, mais en tout cas, on a des seuils et des niveaux qui sont posés pour 2025, 2028, 2030, etc. Et pour savoir si effectivement un bâtiment neuf, du moins, rentre dans ces objectifs-là de décarbonation pour 2030 et 2050. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la RE 2020 a quand même permis de poser plein de questions différentes.
notamment au-delà de la conception du bâtiment en tant que tel. Qu'en est-il de la localisation du bâtiment? Si je fais une maison super bas carbone, mais qu'elle est située à une demi-heure en voiture de tout service, finalement, est-ce que mon projet est-il vraiment bas carbone? Si je construis une maison avec un habitant de 150 mètres carrés, est-ce que mon projet est vraiment bas carbone? Donc ça, ce sont des approches qui ont été soulevées dès lors que la réglementation a été développée, mais auxquelles aujourd'hui, on n'a pas encore de réglementation qui répond. Donc l'idée, c'est d'intégrer tous ces questionnements-là dans nos conceptions aujourd'hui. Donc l'urbanisme circulaire, globalement, il est déjà très, très ancré dans les évolutions réglementaires actuelles. On en a parlé, le ZAN, la loi AGEC, je ne vais pas revenir dessus, je pense que tout le monde les connaît bien. Et pour autant, sur la partie carbone, on n'est pas encore tout à fait ancré dans quels sont les niveaux à atteindre. Cependant, depuis 2019 déjà, BBCA sortait ce graphique-là que tout le monde connaît bien. C'est l'idée que l'aménagement du territoire permet d'influencer bien plus largement l'impact carbone des habitants que uniquement sur la part du bâtiment. En fait, ce graphique, il dit simplement qu'à travers la manière dont on conçoit nos quartiers de demain, on peut vraiment faciliter le passage à un mode de vie moins carboné pour ses futurs habitants. Donc, c'est quand même une idée assez intéressante. Eh bien, comment on fait le lien entre cette approche-là en disant, bah oui, c'est possible parce que quand je conçois un quartier, en fait, en tant qu'urbaniste, que je ne suis pas, mais j'adore travailler avec les urbanistes pour ça, en fait, on ne conçoit pas que des bâtiments. On conçoit un morceau de ville, un morceau de vie, un fonctionnement d'un futur quartier. Donc, les premières approches qu'on a voulu développer et qui nous ont été utiles assez récemment, c'est d'apporter ces notions d'impact carbone comme aide à la décision. En fait, lorsqu'on réalise des ACV, et je rencontre encore beaucoup d'anciens collègues ou de collègues qui travaillent dans des bureaux d'études qui font de la réglementation, très souvent, c'est on fait des ACV, mais finalement, des fois, on ne sait pas trop à quoi ça sert parce que, en fonction de la manière dont on conçoit, le bâtiment est déjà tout conçu, puis nous, on fait le calcul pour dire ça passe ou ça passe pas. Moi, ça m'intéressait pas tellement. Et du coup, l'idée, c'était de se dire à quelles conditions les calculs qu'on va faire en tant qu'ingénieur, parce qu'on est formé pour ça, vont être vraiment utiles pour alimenter une décision, une prise de décision. Et le sujet de déconstruire ou de ne pas déconstruire, c'est un vrai sujet, notamment dans les sujets d'urbanisme circulaire, parce que un bâtiment existant, c'est forcément des contraintes, parce qu'on ne part pas de la page blanche, et ça, on en a eu l'habitude pendant longtemps, mais c'est aussi un potentiel énorme en termes de ressources, mais aussi d'histoire du territoire et du quartier dans lequel on va s'ancrer. Mais à quelles conditions c'est intéressant d'un point de vue carbone? Aujourd'hui, ces décisions-là, elles sont prises d'abord sur des enjeux techniques, puis financiers, et parfois urbains. Mais très peu, en fait, d'un point de vue environnemental. Donc, l'idée, c'était d'amener ces sujets-là aussi d'un point de vue environnemental. Donc, ça, c'est un exemple de quartier pas très loin de Nantes, dans la métropole nantaise, sur lequel on a travaillé en phase vraiment de faisabilité. Le projet n'est pas fait, mais on arrive sur un quartier qui fait 6 hectares, avec un peu plus de 40 000 mètres carrés de bâtiments existants. Et la première question qui se pose quand on travaille sur ce quartier-là, qui comprend une grande surface commerciale et des locaux commerciaux et principalement des parkings en silo qui sont situés là. Et c'est vraiment un projet de densification urbain, c'est-à-dire qu'on redynamise toute cette zone-là commerciale, on va implanter des logements, etc. Et le programme comprend plus de 160 000 mètres carrés de bâtiments neufs, enfin de bâtiments à la fin. Donc le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on déconstruit, on repart de la page blanche, ou est-ce que finalement on fait avec ce qu'on a, et puis on fait en sorte que ça fonctionne à partir de la ressource disponible en bâtiment. Alors on peut regarder d'un point de vue technique, les bâtiments sont tous en béton, ça fonctionne bien, c'est pas si vieux. Techniquement, ça se garde. Économiquement, il y a plusieurs scénarios qui peuvent être regardés. Mais d'un point de vue de l'impact carbone, comment on fait? Donc d'abord, ce qu'on a fait en tant que AMO en stratégie environnementale et en urbanisme circulaire, c'est de se rendre compte de finalement, le projet, si on construit tout neuf, qu'est-ce que ça représente? 76 000 tonnes de CO2 équivalent. Là, comme ça raconte pas grand-chose, mais au moins, on a une base. C'est quoi l'impact de déconstruire les bâtiments qui sont déjà existants? Quel est l'impact d'un scénario de déconstruction ou pas? Il y a le fait de déconstruire,
des produits qui ne sont pas tout à fait à leur fin de vie et qui sont encore en bon état. L'impact du chantier aussi. L'impact de la rénovation, parce que quand on rénove, on va amener de la matière et donc des nouveaux matériaux. L'impact de construire neuf, parfois en surélévation. Et les impacts qu'on peut éviter vis-à-vis du fait que si on déconstruit, on peut revaloriser les produits, équipements, matériaux à travers une démarche d'économie circulaire. Donc ça, c'est une partie qui permet de limiter l'impact global en valorisant. Donc on est parti de plusieurs scénarios. Premier scénario, on déconstruit tout. En faisant déjà le calcul de ce que représenterait la déconstruction des bâtiments existants par rapport à tout ce qu'il faudrait construire de neuf, on se rend compte que la déconstruction, c'est 17% du total. Donc, on vient rajouter quand même 20 000 tonnes là au total du neuf. Scénario 1, on conserve la grande surface. Scénario 2, on conserve une grande partie des parkings silos existants. Et scénario 3, on conserve le maximum en répondant aux enjeux urbains et de transformation du quartier. Alors, de quoi on parle d'un point de vue carbone entre ces scénarios? L'idée, c'est ça, c'est en fait, est-ce qu'on va économiser beaucoup, un peu, ou vraiment énormément? Et le résultat, c'est ça. Entre le scénario 0 qui est tout en haut, on déconstruit tout, et où donc on a principalement des impacts de déconstruction et de construction neuve, et le scénario 3 où on va conserver un maximum des bâtiments existants, on a un écart de 25%, de plus 25% de l'impact. Moins 25% dans l'autre sens. Cet écart-là, c'est en gros 20 000 tonnes de CO2 équivalent. Et on se rend compte que 20 000 tonnes de CO2 équivalent sur cette commune-là, c'est une part d'abord importante des émissions de la commune. Et surtout, ce 25% n'est pas du tout rattrapable dans le temps à travers le fait qu'on construirait bas carbone. En fait, aucune démarche dans le cycle de vie du projet ne sera plus efficace que ce choix-là, à ce moment-là, de la faisabilité de savoir si on déconstruit ou pas. Donc, c'est vraiment important d'amener ces sujets-là au début, parce que finalement, c'est à ces moments-là du projet que les décisions qu'on prend vont être les plus impactantes. On a fait un deuxième projet, cette fois-ci au Canada, avec ce bâtiment qui fait 15 000 mètres carrés, qui est aussi prévu en déconstruction. Et là, on a été appelé à l'aide par la fondation qui essaie de protéger cet ancien collège pour avoir une idée de que représenterait la démolition versus la conservation de ce bâtiment. Et on a fait le même calcul, cette fois-ci en essayant de le mettre en comparaison des objectifs de décarbonation de la commune, qui est une petite commune, Saint-Damien-de-Buckland, de 2000 habitants. Et on a fait pareil, 3 scénarios. Un scénario 1 où on conserve le maximum et puis on sait qu'il y a des usages qui vont être déplacés, donc on a quand même de la construction neuve ailleurs sur la commune. Scénario 2, on fait une plus grosse rénovation, donc un peu plus impactante. Scénario 3, on démolit tout, mais du coup, les usages qu'on aurait pu mettre dans ce bâtiment vont être construits ailleurs. Donc, c'est toujours une vision globale. On ne se limite pas à la vision de la parcelle, puisque finalement, les décisions sur la parcelle ont des impacts autre part sur la commune. Et là, ce qu'on voit, c'est que la différence entre le premier scénario et le troisième, c'est plus de 9000 tonnes de CO2 équivalent. Or, 9000 tonnes de CO2 équivalent émis en plus lors du projet. Si on le met en perspective des objectifs de diminution de la commune par an d'ici 2030, on voit que finalement, si déjà on ne fait pas ça, sur une année, on a presque atteint ce qu'on devait éviter sur un an. Donc, c'est vraiment le fait de mettre ces chiffres les uns en face des autres. On n'est évidemment pas sur des ACV qui regardent à la poignée de porte comment on va construire, mais sur des grandes masses carbone qui permettent de mieux appréhender ce sujet-là et d'en faire quelque chose, en fait, finalement, en termes de prise de décision. Et pour finir, je voulais parler de comment le quartier peut influencer plus largement nos modes de vie. Et au-delà du poste d'émissions liées au logement et à la construction des bâtiments, les autres postes d'émissions qu'on a tous en tant qu'humains, en fait, sur la Terre, le fait qu'on se déplace, le fait qu'on mange, le fait qu'on consomme, on fait des achats, etc. En fait, sur tous ces postes-là, la manière dont on conçoit nos quartiers peut avoir un impact. Pour ça, on a développé une démarche, un outil de calcul qui s'appelle l'empreinte carbone élargie, ECE, chez Wigwam, et qui est, au-delà de l'outil de calcul, une démarche un peu plus globale qui se base sur une approche régénérative des quartiers et qui permet de décloisonner l'échelle du quartier sur lequel on va travailler et de regarder aussi l'usage, le visible et l'invisible.
En fait, l'empreinte carbone d'un quartier, comme je le disais au démarrage, c'est pas juste la somme des bâtiments qu'on va construire sur le quartier. C'est aussi toutes les parties invisibles, la manière dont les personnes vont vivre, la manière dont les logements vont être occupés ou pas, et tout ce qui va se passer autour du quartier. Parce qu'on est d'accord que un quartier, quand on le conçoit, et c'est encore un gros problème, souvent on voit nos opérations délimitées foncièrement, puis autour c'est grisé quand c'est représenté. Si on enlève ces frontières-là, parce qu'en réalité, quand on marche dans la rue, et Marika le dit souvent, quand on rentre dans un nouveau quartier, on se dit pas, bah, là, j'ai franchi la limite foncière du quartier tel qu'il a été dessiné. En fait, en tant qu'usager, on s'en rend même pas compte. Donc, l'idée, c'est de sortir de ces limites-là. Et ça nous oblige, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, à travailler ensemble, privé, public, et à décloisonner aussi les possibilités de faire décarboner un territoire tout entier. Donc là, je vais donner l'exemple d'un projet sur lequel on a travaillé à La Roche-sur-Yon, en Vendée, avec le promoteur Groupe Duré, qui est un aménageur privé. C'est un ancien lycée technique qui fait 6 hectares avec 11 000 m² de bâtiments existants. Malheureusement, sur ce projet-là, on est arrivé un peu tard, on n'a pas pu conserver les bâtiments. Et puis, pour des sujets urbains, c'était plus compliqué. Mais on a réussi à lancer une grande démarche de déconstruction sélective et une grande démarche d'économie circulaire sur le projet. Il a été lauréat d'un appel à projet grâce à ça. Et cette démarche-là a permis aussi de limiter l'impact carbone du projet. Mais ça va être moins le sujet. On a aussi fait de la dépollution sur site par phytoremédiation pour aller au bout de la démarche de l'économie circulaire sur le site. Mais on pourrait faire un autre webinaire uniquement sur ce projet. Donc, je vais me concentrer sur la partie empreinte carbone qu'on a développée sur ce projet Eclosia Park. L'idée, c'était de se dire que le projet, un de ses enjeux principaux, en tout cas vis-à-vis de sa localisation en Vendée, où on utilise beaucoup sa voiture pour des questions de distance parcourue pour le travail notamment, c'est un enjeu énorme dans la conception du quartier. Donc, on s'est dit, bah, si on regardait l'empreinte carbone du projet dans sa globalité, compris mobilité, comment on est capable de vraiment limiter ces impacts-là? Donc, on a fait d'abord une évaluation d'un quartier un petit peu classique tel qu'il aurait été construit en 2015, des parkings souterrains, on répond à la réglementation, mais pas plus. Ensuite, on a évalué le quartier tel qu'il était conçu actuellement. Donc, on voit qu'on a un petit peu limité les impacts sur la mobilité et sur le bâtiment. Ce qui est important déjà à ce stade-là, c'est qu'on voit que sur 50 ans, en réalité, la part du bâtiment et de l'énergie, c'est important. Mais si on ne traite pas du tout la manière dont les personnes vont se déplacer depuis le quartier et globalement dans leur vie du quotidien, bah, on passe à côté de plus de la moitié de l'impact carbone qui pourrait être concerné par la manière dont on va concevoir nos projets. On a défini ce que pourrait être un quartier qui soit compatible avec les niveaux 2030 en lien avec la stratégie nationale bas carbone. Et ensuite, on s'est posé la question de qu'est-ce qui pourrait être fait sur ce quartier pour répondre aux enjeux spécifiques des habitants. Donc, en travaillant notamment avec les personnes qui habitent autour du quartier et qui nous ont partagé leurs habitudes et quels étaient les freins et les leviers qui pouvaient être mis en place dans le quartier pour les aider à changer de comportement, notamment vis-à-vis de la mobilité. Donc là, vous voyez qu'on est sur du calculatoire, mais très lié en fait à des sujets de psychologie sociale. On a travaillé d'ailleurs avec des anthropologues et des psychologues sociaux sur ce sujet pour comprendre quels sont nos freins à la conduite du changement sur ce type de projet. Et finalement, à travers à la fois la conception visible du quartier, mais aussi invisible, donc en programmation servicielle et économique, ça se rapproche de ce que Romain racontait tout à l'heure, on arrive à avoir vraiment beaucoup plus d'impact en termes de réduction des émissions de GES sur le projet. Petit focus sur l'impact carbone des déplacements, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, en tout cas, c'est vraiment l'idée de se dire que cette manière de concevoir, ça demande d'abord d'être tous autour de la table, de ne pas ramener le sujet de l'environnement une fois que le quartier est conçu, ni une fois que la programmation est calée, et d'avoir vraiment une vision systémique des enjeux. Un projet, en fait, si on le décloisonne et qu'on fait attention à son potentiel de régénération, on sort du côté uniquement visible et on peut regarder quel est le potentiel du projet pour décarboner plus largement le territoire. Sur une école, par exemple, on a fait l'exercice. Si le projet d'école participe à décarboner l'alimentation, la manière dont se déplacent les familles,
la manière dont ils passent leurs loisirs, etc., ben, finalement, ça a 20 fois plus d'impact que uniquement faire une école bas carbone. Tout ça, ça s'ancre dans des approches régénératives auxquelles on est formé actuellement dans l'entreprise, qui sont passionnantes et qui demandent vraiment d'ancrer nos projets dans quelque chose de plus grand. C'est-à-dire de se dire, ben, mon projet en tant que quartier, comment il va servir le territoire et comment il va s'inspirer du territoire. Et ces échelles plus grandes, ça peut être physique ou pas. Des fois, c'est des filières, comme on active des filières à travers des projets. Et Closia Park, c'est un bon exemple. En fait, on aime bien cette image, et Marika aussi l'utilise très souvent. Si notre projet, c'est une goutte d'eau, et que finalement, elle arrive à faire bouger ce qui se passe autour, ben, on arrive à mettre en mouvement plus largement que uniquement le projet. Et si on travaille de manière régénérative sur l'ensemble de nos projets, et que chaque projet est une goutte d'eau qui tombe dans un lac et qui fait bouger ce qui se passe autour, bah, finalement, vous voyez, il y a des grandes ondes qui se forment autour de l'ensemble de ces projets-là. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à changer un petit peu les choses, en tout cas d'arriver à aller dans le bon sens. Merci beaucoup, Célia. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans le chat. On va passer la parole à David sur d'autres outils qui sont mobilisables justement pour faciliter la prise en compte de l'économie circulaire et être plus sobre dans l'aménagement des territoires. Du coup, je vais raccourcir, je vais être rapide, qu'on laisse le temps aux échanges juste après. On vient d'avoir 3 interventions et toutes les 3, elles ont des points communs. On travaille à l'échelle des territoires. On ne peut pas imaginer une opération qui n'est pas en lien avec son territoire. On travaille en réseau. Avec un réseau d'acteurs et on travaille sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de la conception jusqu'à sa déconstruction. Et donc, je trouve que c'est intéressant ce qu'on vient de vivre, les 3 interventions, parce qu'en fait, c'est les fondamentaux de la démarche urbanisme circulaire qui sont décrits dans le guide urbanisme circulaire. Et je vous invite à télécharger ce guide parce que finalement, c'est un petit peu quelle méthode on met derrière une démarche d'urbanisme circulaire. Donc moi, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est quelques outils qui visent à se poser les bonnes questions sur un projet d'aménagement, et notamment en termes d'usage, parce que si on veut un projet sobre, il faut se poser des questions d'évitement, d'abstention, qui sont les leviers les plus importants en termes d'impact sur la sobriété. Et la partie mieux dimensionnée ne vient qu'à la fin. Donc du coup, certaines collectivités nous ont dit on est un peu perdu sur ces questions d'usage. Donc comment on fait pour balayer de façon un peu systématique toutes les questions d'usage? On a développé un petit outil en ligne qui est libre d'accès et qui est sous forme de clic. Vous entrez en fait dans un projet soit de renouvellement, soit d'extension urbaine qu'on a appelé extension inévitable. Et vous allez vous poser des questions sur les questions d'usage à l'échelle stratégique, ce qu'on a vu tout de suite, à l'échelle du bâti ou à l'échelle des espaces publics. Et ces questions, elles vont évoquer donc tout ce qui est l'hybridation, comment je peux renforcer en fait, du moins comment je peux avoir plusieurs usages dans un milieu, la mutualisation, est-ce que je peux mutualiser certains services au sein d'un espace, est-ce que je peux avoir un usage éphémère ou transitoire qui va préfigurer, en fait, on l'a vu sur les raies de ville, une occupation un peu plus durable. On va se poser des questions de modularité, de réversibilité. Et donc, l'idée de cet outil, en fait, c'est de vous proposer des listes de questionnements et de vous amener vers des ressources. Donc là, l'exemple, c'est sur la vacance. Est-ce qu'on a bien étudié les données de l'OVAC, Citadel, Codata, INSEE et c'est un prétexte en fait pour vous amener vers d'autres ressources qui sont un peu plus détaillées, mais en tout cas, c'est des propositions de questionnement. Donc l'outil, il est libre, vous pouvez y aller, il est sur le site, sur la page d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure. Et un exemple, par exemple, de questionnement qu'on peut avoir en termes de chronotopie, c'est-à-dire utiliser les bâtiments suivant toute la temporalité, le jour, le week-end, les mois. On peut se poser des questions sur la temporalité des voiries, des questions sur le principe de fonctionnement des parkings, de mutualisation, pour avoir un dimensionnement qui soit plus réduit. Donc ces questions-là, en fait, ça se joue, comme disait Célia, très en amont. Et si on ne se les pose pas au bon moment, eh ben, on va construire des places de parking pour les logements, pour les bureaux,
pour les commerces qui vont être redondantes et à 80% vides le matin, l'après-midi et le soir, alors qu'on aurait pu mettre un droit d'usage. Donc, c'est un outil qui va vous aider à poser les questions sur un projet d'aménagement. Bon, là, je vais passer, parce qu'on est sur un projet plutôt à l'échelle stratégique, je vais vous parler de deux outils qui sont complémentaires. Un qui permet de mettre des chiffres derrière la vacance dans vos collectivités euh, très rapidement et de contextualiser ces chiffres-là des logements vacants. Donc, ça s'appelle Pas de vacances pour la vacance. Ça a été développé dans le cadre d'un commun par le Bureau d'études territoire circulaire. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un service public qui s'appelle Zéro logement vacant qui permet là de caractériser précisément les logements et puis d'élaborer une stratégie pour les remettre sur le marché, on va dire. Ça, c'est un outil qui a été développé par le Grand Poitiers dans le cadre du programme Territoire de pilote de sobriété foncière. Et ça permet en fait d'imaginer tous les cas où on peut intensifier la ville existante. Et le gros avantage de cet outil-là, c'est qu'il propose en fait une visualisation des cas types où on peut aller réinvestir soit du foncier, soit du bâti vacant ou du bâti sous-occupé, avec des propositions de réaménagement ou en tout cas un déblayage. Donc c'est un bon outil pour aller sur le terrain finalement et faire un diagnostic, un atlas sur son quartier, sur sa ville, de ce qu'il est possible d'aller chercher en termes d'intensification urbaine. Donc cet atlas-là, je vous ai mis les liens hypertextes. On partage après, hein, évidemment, toutes les ressources. Alors, celui-là, je l'ai découvert pas plus tard que la semaine dernière. C'est un outil qui va permettre, souvent, on nous fait remonter le ZAN, c'est compliqué et je ne connais pas en fait la façon dont je vais aller chercher les données de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur mon territoire. Et ben, cet outil-là, en quelques clics, vous êtes capable de visualiser ce qui s'est passé les 10 dernières années. Donc, c'est l'acte 1 du ZAN, à savoir, on va diminuer par 2 le rythme d'artificialisation, du moins, le rythme de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et d'imaginer une trajectoire donc de diminution de ce rythme de consommation sur 2021-2031, avec la possibilité, et là je l'ai fait sur la commune de Nice par exemple, de moduler le taux d'effort, non pas à 50%, mais à 65% en fonction de ce qui aura été décidé au niveau du territoire en termes de taux d'effort pour les communes. Et vous pouvez aussi imaginer un projet en 2026 qui aurait une consommation plus forte, ce qui reporte l'effort sur les années suivantes. Donc ça, c'est un outil de data visualisation des données libres d'accès qui manquaient et qui maintenant est à disposition. Je vous ai partagé l'outil Redville pour renforcer et redynamiser les centres-villes. Ça a été évoqué par Romain, notamment sur la maîtrise foncière. Quels sont les outils fonciers pour remettre ces locaux? Donc là, vous avez un guide de France Ville Durable qui est très pédagogique, à mon avis. Les outils de l'aménagement du CEREMA, ça, je vous invite à aller les voir. C'est des fiches pédagogiques également. Benefriche, ça c'est un sujet essentiel. Le renouvellement urbain est considéré comme plus coûteux, mais pour qui et sur quel périmètre? C'est la vraie question. Et évidemment, le bilan de l'aménageur, s'il a une dépollution de sol, va être négatif et d'ailleurs va être compensé par des fonds comme le fonds Friche, par exemple, pour la dépollution. Mais si on regarde le bilan du point de vue de la collectivité et l'analyse des coûts-bénéfices du point de vue de la collectivité, eh c'est ce que disait Célia. Quand on élargit un petit peu le regard, on s'aperçoit qu'il y a des bénéfices socio-économiques monétarisables, si on met des chiffres derrière, qui sont très importants. Il suffit notamment, par exemple, de parler de voirie, de réseau et d'accès aux services publics. Et donc, cet outil-là permet véritablement de changer de regard sur la rénovation ou en tout cas la réhabilitation, et pas seulement d'une friche d'ailleurs, il parle pas de son nom. Donc, même chose, je vous ai mis le lien pour aller le chercher. Encore un service qui vous permet d'aller chercher et de mettre en place des projets de friche urbaine. Bon, là, c'est un outil d'analyse, je vais passer très rapidement. C'est un outil qui permet de caractériser les situations de recyclage foncier avant de se lancer dans le recyclage. Et je voulais conclure en vous rappelant en fait que la méthode d'urbanisme circulaire a généré un ensemble d'outils que vous retrouvez sur le site.
et je vous en ai parlé, de la matrice d'indicateurs, mais il y a aussi une grille d'auto-évaluation pour savoir où j'en suis en termes de prise en compte du moins des principes de l'économie circulaire dans mon projet d'aménagement. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre de balayer un petit peu ce qu'on a vu en termes de gouvernance, est-ce que j'ai bien pris en compte les échelles de mon projet. Et voilà, peut-être aussi vous dire qu'on a aussi un MOOC de formation que vous pouvez suivre sur l'ensemble de ces outils et on le réactive en 2024. Merci beaucoup, David. Alors, du coup, on va passer à la phase de questions-réponses. On avait déjà une première question pour Stéphanie. Sur l'EIT comme facteur d'attractivité, en fait, c'était sur la zone d'activité économique sur laquelle tu travailles. Quels arguments et critères, sur quels arguments et critères t'es-tu basé pour présenter la zone comme attractive avant l'implantation d'activités? Alors, pour moi, ça se passe pas comme ça. D'abord, la zone d'activité, elle est implantée, elle se développe, mais elle existe. Et moi, je vais voir des entreprises. Enfin, c'est pas moi qui. Enfin, aujourd'hui, je fais pas ça. Ce que je fais, c'est que je lance une évaluation sur l'attractivité que peut procurer la démarche de synergie interentreprise auprès de chaque entreprise et auprès de la zone d'activité. Donc, quand on saura ça, effectivement, on pourra le proposer comme un critère de commercial, entre guillemets, pour faire venir les entreprises qui nous intéressent, ou en tout cas faire la promotion. Et moi, ce que je comprends de ce que me disent aujourd'hui les entreprises, c'est que il y a les critères d'attractivité, ils sont sur des services rendus au personnel déjà, c'est-à-dire que quand on est capable de construire un service de mobilité en milieu rural pour aller chercher des salariés qui se déplacent aujourd'hui en voiture uniquement depuis des points distincts, et ben, du coup, pour eux, il y a une question d'économie financière et d'économie carbone, mais qui peut être attractif pour attirer pour recruter du monde. De la même manière, je dirais inversement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution d'alimentation sur le territoire. Ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller au Super U, en ville, etc. C'est un critère donc, de recrutement. Et après, il y a un sujet aussi qu'il faut qu'on mesure, mais que les entreprises ne sont pas forcément capables de mesurer aujourd'hui, qui est aussi le fait que ces synergies interentreprises, elles contribuent à la démarche RSE de l'entreprise et donc quelque part à la marque employeur de l'entreprise, à la manière dont l'entreprise peut valoriser ses efforts et sur la qualité de vie du salarié, ou en tout cas et sur l'impact environnemental de l'entreprise, et que valorisant ça, elle devient plus attractive. Après, à l'échelle de la zone d'activité en tant que telle, aujourd'hui, on n'a pas du tout travaillé ça, mais c'est vrai que, alors, ce qui est assez facile à imaginer, c'est le fait de lancer une autoconsommation collective d'énergie photovoltaïque ou de réseau de chaleur. Il devrait y avoir des économies d'énergie, des économies financières aussi, euh, et en tout cas une autonomie, une indépendance du prix de l'énergie qui peut être attractive pour des entreprises qui souhaiteraient s'installer. Après, plus largement, est-ce qu'ils seront capables, les entreprises en tant que telles, du fait qu'on ait créé des liens, de se mettre ensemble et de dire, bah, nous, c'est plutôt tel type d'entreprise qu'on aimerait voir s'implanter, soit parce que ça correspond à des complémentarités de filière, soit parce que des complémentarités d'usage par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Ce serait l'idéal, mais je ne peux pas vous dire si on sera capable plus tard et du coup, si ce sera un argument. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est du potentiel. Merci beaucoup. Il y avait une autre question aussi sur l'intervention. Je crois que c'était au moment de la présentation du projet réemploi pour les ressourceries. As-tu pu mesurer le gain de coût de Maxime Euh, Nébul d'Unium? En 2 alors, minutes. oui, Oui, il va falloir qu'on c'est soit en cours, concis. en fait. L'opération n'est pas finie. Donc, je pense que d'ici 6 mois, 1 an, on sera capable de le faire. Mais ce sera fait.
mais il faut revenir vers nous dans 6 mois, 1 an, parce que comme c'est en construction aujourd'hui, les recycleries, on ne peut pas sortir un chiffre aujourd'hui financier. Merci. Encore une autre question sur le sujet de la déconstruction. Donc de Séverine Ponce de la métropole MNCA. Avez-vous eu du mal à trouver des entreprises capables de déconstruire sans abîmer les matériaux? Ça fait partie de la question de la construction de la filière. Alors, on a la chance d'en avoir une sur le territoire de la métropole havraise et une sur le territoire de la métropole rouennaise. Donc, globalement, il y a 2 grosses boîtes qui sont capables de faire ça correctement aujourd'hui. Il y en a probablement d'autres. Mais du coup, il y en a au moins 2 qui existent et qui peuvent se déplacer. Donc ça, je dirais du mal, non. Par contre, il y a un vrai sujet à développer, accompagner les entreprises quand on parle de filière. Et la région est très impliquée sur le développement de la filière emploi, réemploi du bâtiment, d'accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent compétentes dans ces sujets-là. Et donc, il y a des formations qui sont en train de se mettre en place, il y a des retours d'expérience pour faire monter en compétence des nouvelles entreprises. Mais là, je parle de 2 à l'échelle d'un département, donc on n'est quand même pas sur du gros retour d'expérience. Enfin, pardon, beaucoup d'entreprises, mais il y en a probablement d'autres, mais c'est encore très... voilà, il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. On avait une question aussi de Stéphanie Chevalier de la RATP, mais cette fois à Célia. À quel point la méthode empreinte carbone élargie est-elle partagée, fiabilisée avec des acteurs de référence type CSTB, ministère, etc. Alors, la méthode, elle s'appuie un peu comme tous les outils maintenant qui existent sur le référentiel quartier énergie-carbone. On est en train de développer un outil qui s'adapte aussi aux territoires ruraux qui sont moins équipés que les EPCI aujourd'hui. Et ce qu'on aime bien, c'est quand même se garder la possibilité de, de choisir un périmètre de calcul qui nous paraisse pertinent. C'est-à-dire qu'on va faire le calcul carbone du quartier comme il est identifié dans les référentiels quartier énergie carbone aujourd'hui. Mais il arrive parfois qu'on se dise quel serait l'impact sur la filière dans la région si on se disait, par exemple, avec le projet d'Eclosia Park, qu'on va utiliser l'échelle du projet pour aider des industriels à développer des solutions moins carbonées parce que basées sur une ressource circulaire. Bon, on aime bien quantifier ça aussi parce que parfois, la quantification nous aide à passer à l'action et à aller convaincre soit des municipalités, soit déclencher des financements. On en a eu beaucoup sur ce projet-là, enfin beaucoup. Ça a au moins permis de financer une partie de nos études. Donc, on se garde aussi la liberté de regarder le périmètre qui nous semble intéressant et le périmètre d'action qui parfois dépasse le quartier en tant que tel. Donc, voilà, on a un périmètre qui est basé sur un référentiel de base et on est en contact, on développe nos outils. À la fois, on a travaillé avec le CSTB, on travaille actuellement avec un laboratoire de recherche en ACV qui est basé à Montréal. Donc, il y a une démarche scientifique derrière ça. WIGWAM est très impliqué en recherche et développement en parallèle de ses activités d'ingénierie. Mais on se laisse toujours la possibilité de s'écarter, de trouver des périmètres vraiment d'intérêt pour les études. Là, c'était présenté rapidement. Évidemment, derrière, il y a plein de rapports explicatifs des données d'entrée et des méthodes de calcul, évidemment. Merci Célia. Alors, on a fait le tour des questions dans le chat. Est-ce que une personne souhaite se poser une question Moi, j'aurais une question pour Romain Oui. concernant la maîtrise foncière. Donc, il a évoqué différents outils. J'aimerais savoir si, en gros, les finances de la commune permettent de faire des acquisitions foncières totales, des murs, pour remettre ces commerces en activité. Et si ce n'est pas le cas, quels sont les leviers pour le faire sans devenir propriétaire des murs ou de logements vacants? On n'a pas forcément travaillé sur de la rénovation sans pour autant être propriétaire. Je ne sais pas si c'est forcément l'idée que tu proposes. Euh, Ça a été fait parfois en échange d'un petit loyer, voire d'une gratuité. C'est une négociation vraiment interne qu'on fait avec le propriétaire. Ça a été fait sur 2 ou 3 locaux où on prenait en charge, on va dire, on faisait la maîtrise d'œuvre pour le propriétaire à titre plus ou moins gracieux et derrière on récupérait ce qu'on avait mis en travaux en loyer. Donc ça nous donnait plusieurs années de gratuité
ou à nous de réduction, en tout cas, de loyer pour des propriétaires qui voulaient quand même avoir une petite rentrée, par exemple, pour payer la taxe foncière, des choses comme ça, pour avoir une opération qui est plus ou moins zéro pour eux à la fin de l'année. Donc, ça a été fait, mais c'est vraiment la négociation, la petite négoce avec le propriétaire, souvent des gens qu'on connaît bien ou des gens qui nous font confiance, puisque c'est instaurer c'est instaurer la confiance qui est souvent assez longue chez nous, mais ça se fait. Voilà. Il n'y a pas forcément de procédure là-dessus. Ok, Euh, c'est un bail et réhabilitation, une forme de bail à réhabilitation. Même pas. D'accord. On est assez léger en termes de procédure souvent. D'ailleurs, nos baux sont assez légers, je pense qu'ils pourraient vite être contrés si on voulait. Euh, c'est d'ailleurs un peu le sens de notre travail, c'est que par exemple, les baux commerciaux qu'on propose à des porteurs de projets qui arrivent, des assos, euh, on met, on n'est pas sur des baux commerciaux qui sont en 3-6-9, vous savez, sur 3 ans, qui ne sont pas révocables quand on veut. On est très flexible. Et ça se voit un petit peu par rapport aux négociations sur des propriétaires, sur des locaux. On n'est pas, on va pas trop se casser la tête sur le côté administratif. On est déjà, Hmm. c'est déjà assez complexe pour aller dessus pour nous. On est une petite équipe, on veut que ça aille vite. On veut que les coûts soient le plus réduits possible. Donc souvent, on passe autrement et on s'arrange les propriétaires, on se fait confiance l'un et l'autre. On n'écrit pas forcément de choses, hormis des baux classiques. Et on parle de gratuité, là, effectivement, en échange de travaux. Derrière, c'est à la confiance. Ok. Pour ce qui est de la commune, ou plutôt même de l'EPA plutôt qui intervient sur la ville, ça se fait. Ils achètent des locaux régulièrement. Depuis quelques années, ils ont vu qu'il y avait des blocages au niveau des propriétaires, au niveau de locaux qui étaient en trop mauvais état. Donc ils le font de plus en plus. Et en général, ils prennent des points un peu durs, des locaux qui ont du mal à trouver un occupant, puis ils sont en trop mauvais état pour être réoccupés, pour être rénovés. Parfois aussi, ils prennent des locaux qui sont stratégiques, on va dire en termes de géographie, sur des carrefours, des rues qui sont difficiles. Il essaye de passer un petit peu devant le marché classique qui n'arrive plus à remettre ses biens en location. Très bien, merci. Merci Romain. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Marc Dufault? j'ai une question un peu générale, mais j'ai entendu dire, alors c'est peut-être un dispositif qui existe depuis un petit moment, mais il y a une notion qui d'ailleurs est réapparue dans le cadre des JO de Paris sur ce qu'on appelle les permis à double état, qui permet qu'une autorisation d'urbanisme unique, si j'ose dire, soit délivrée pour une seule et même construction, mais qui peut avoir deux objets ou deux usages distincts dans le temps. Alors, oui, alors c'est émergent, hein, c'est très émergent. Là, je crois qu'il y a eu déjà un cas, une expérimentation aussi sur Bordeaux de ce type de bail. Mais par contre, c'est très, très émergent. C'est une expérimentation dans le cadre des Jeux Olympiques quasi uniquement, quoi. D'accord, Et d'accord. je saurais pas en dire plus, par contre. Et ça a été instauré par une loi de 2018 de mémoire. Oui, Et depuis 2018, c'est la seule où on est allé au bout côté Jeux Olympiques, quoi. Donc, d'accord. il y a un décret d'application, je crois, de juin qui complète la loi. Mais je ne suis pas un spécialiste, mais si on réfléchit évidemment à la durée de vie dans le sens urbanisme circulaire, on réfléchit sur 50 ans, donc sur l'usage et sur la modularité à long terme des bâtiments. Donc, plutôt dans le bon sens en termes de réversibilité. D'ailleurs, je vais vous partager un guide qui s'appelle Réversibilité des bâtiments, qui a été établi par l'ADEME, qui permet en fait d'anticiper les dispositions constructives essentielles qui permettent de ne pas avoir des impossibilités techniques. Et donc, ce guide, ça s'appelle Réversibilité des bâtiments. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer que ces surcoûts-là liés au désenfumage ou aux sécurités incendie pourraient faire l'objet d'un financement différent parce qu'on va sur des bâtiments plus sobres en termes d'évolutivité à long terme, quoi. Voilà le guide dont tu parlais, je crois, David. Voilà, c'est celui-là. Avec les Ok, travaux d'Emian Architecture qui sont assez exceptionnels. merci beaucoup. Moi, j'avais peut-être une question aussi à Célia, puisque le lien vers l'outil Urban Print a été envoyé dans le chat. Alors, c'est un peu sur la même base d'analyse, on va dire. Est-ce que tu saurais nous dire la différence entre ce que tu as présenté et cet outil Urban Print? Alors, la démarche empreinte carbone énergie qu'on a développée,
Parfois, on utilise des outils de calcul internes et parfois, on va utiliser UrbanPrint. Ça dépend vraiment du niveau de précision et des informations qu'on a déjà sur le projet. UrbanPrint, je trouve, fonctionne très bien quand on a déjà des plans guides parce que l'interface de dessin est hyper simple et les calculs sont faits directement sur la plateforme. Quand on est un peu en amont, en faisabilité, où on a simplement une idée programmatique des besoins, ça nous arrive de passer plutôt par des outils internes, notamment sur un des premiers outils, le sujet de la déconstruction ou pas des bâtiments. Mais c'est vraiment complémentaire dans l'approche et ça se base sur des référentiels communs. Donc voilà, ça va dépendre du projet et de la phase de travail qu'on utilise plus ou moins UrbanPrint ou d'autres outils internes en fait. Avec le socle de la méthode quartier énergie carbone commun. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, on va pouvoir libérer tout le monde en remerciant les trois intervenants qui ont pris de leur temps pour venir sur ces circuits. On reprogrammera début de l'année 2024 un autre circuit où on va essayer d'aborder d'autres sujets, mais toujours avec ces fondamentaux, réseau d'acteurs, territoire, et raisonner en termes de flux, d'usage et de modèle économique. Donc voilà, je pense qu'on peut clôturer en vous disant qu'aussi on va relancer notre MOOC qui s'appelle Ville et territoire durable, les outils pour passer à l'action en 2024. Donc c'est sur FunMOOC. Les inscriptions seront ouvertes, je pense, en début d'année. Et voilà. N'hésitez pas aussi à remplir donc le questionnaire de satisfaction qu'on vous a envoyé dans le chat, qu'on vous enverra aussi par mail. Ça nous aide beaucoup à construire les prochaines séances, ça nous aide aussi à éventuellement modifier le format si toutefois il y a des besoins. Merci beaucoup pour vos retours. Donc la prochaine date, ce sera le 6 février 2024 de 14h à 16h sur le sujet de la gestion des flux et des matériaux locaux avec les nouveaux modèles qui émergent sur la question de l'aménagement et de la construction. Voilà, et ben merci à tous. Merci beaucoup David, merci aux intervenants. Et puis on se dit à la prochaine séance du 6 février.